Voulez-vous renforcer la sécurité de vos systèmes d'information? Dans ce cours, nous allons explorer des concepts avancés de sécurité tels que Active Directory, la gestion des terminaux mobiles, la sécurité des ports, le filtrage des adresses MAC, les ACL, la prévention des pertes de données, les smart cards et bien plus encore. Alors êtes-vous prêt ou prête pour ce voyage où vous allez découvrir comment protéger efficacement vos données et vos infrastructures contre tout type de menaces? Dans cette deuxième partie sur la sécurité des systèmes d'information, nous allons nous familiariser à d'autres concepts de sécurité. Et on commence avec Active Directory, qui permet une centralisation de la gestion des comptes utilisateurs, mais aussi de leur machine. Avec Active Directory, on ne se connecte pas directement à son ordinateur, mais à un contrôleur de domaine, qui est le serveur qui authentifie les utilisateurs. Active Directory dispose aussi de plusieurs fonctionnalités de sécurité que nous allons voir à présent. Les stratégies de groupe, ou Group Policies en anglais, permettent de déterminer des restrictions sur l'ensemble des utilisateurs, comme par exemple la complexité d'un mot de passe ou alors la possibilité de se connecter uniquement pendant les heures de travail. On dit stratégie de groupe car en effet, grâce à Active Directory, elles peuvent s'appliquer directement à des groupes d'utilisateurs. Active Directory permet aussi la gestion centralisée de mise à jour de Windows, ce qui est un avantage énorme au niveau sécurité. Les logon scripts sont des scripts qui s'exécutent lors de la connexion d'un utilisateur. On peut s'en servir pour lancer une analyse de disque par un anti-malware lors de la connexion par exemple, ou encore afficher des pop-up avec des recommandations de sécurité. Les unités organisationnelles permettent, comme le nom l'indique, d'organiser les utilisateurs, les groupes d'utilisateurs et les ordinateurs. Une stratégie de groupe peut par exemple être attribuée à une unité organisationnelle. En général, ces unités imitent la structure de l'entreprise, avec une unité comptabilité, une unité marketing, une unité production, etc. En anglais, on les appelle Organizational Units. Un home folder, ou un répertoire personnel, eh bien c'est tout simplement un répertoire assigné à chaque utilisateur. Ils permettent de stocker des fichiers personnels, mais aussi de les partager à d'autres utilisateurs. Et enfin, les redirections de dossiers, qui permettent de créer des raccourcis réseau sur les dossiers se trouvant sur un serveur. Passons maintenant à la gestion des terminaux mobiles, que l'on appelle en anglais Mobile Device Management. De nos jours, les smartphones et les tablettes sont devenus des outils informatiques très utilisés en entreprise. Parfois, l'employé utilise son téléphone personnel pour des tâches professionnelles, et parfois l'entreprise fournit un appareil dédié à cet usage. Dans tous les cas, l'entreprise souhaite protéger ses données et a donc besoin d'un système qui permet de gérer à distance l'usage des terminaux mobiles. Pour ce faire, il peut être intéressant d'opter pour une solution de gestion des terminaux mobiles qui va permettre de gérer une grande quantité d'appareils mobiles de façon centralisée. Cela peut permettre à l'administrateur de contrôler l'installation d'applications, centraliser la gestion des mises à jour, limiter des fonctionnalités telles que l'usage de la caméra, etc. Ou encore limiter l'usage à une zone géographique, on appelle ça du geofencing en anglais. Nous allons voir à présent le sujet de la sécurité des ports. Les machines, qu'elles soient dans leurs armoires, dans une salle de serveur ou bien même dispatchées dans les locaux d'une entreprise, peuvent avoir des ports sur lesquels rien n'est branché. Et pour une personne mal intentionnée, tous ces ports peuvent être des points d'attaque potentiels. Il n'est pas toujours possible de surveiller ces ports avec du personnel ou bien des caméras. Et bien généralement, les switch routeurs et interfaces réseau peuvent être paramétrés dans le but de désactiver certains ports lorsqu'ils ne sont pas utilisés. Dans le cas où un port est utilisé de façon ponctuelle par plusieurs utilisateurs ou appareils, il est possible d'activer un système d'alerte qui vous préviendra lorsqu'un appareil se connecte à ce port. Passons ensuite au filtrage des adresses MAC. Une adresse MAC, c'est un peu la plaque d'immatriculation d'une interface réseau, et chaque carte réseau dispose d'une adresse MAC qui est unique. Et bien que ce soit au niveau d'un routeur ou d'un switch, il est possible de filtrer les interfaces réseau qui seront autorisées ou refusées en créant une liste d'adresses MAC autorisées. Il faudra donc la mettre à jour dans le cas où d'autres machines viennent s'ajouter au réseau. Il faut savoir que le filtrage MAC n'est malheureusement pas considéré comme une bonne mesure de sécurité. En effet, il est très facile pour un pirate de récupérer des adresses MAC en analysant le trafic TCP/IP du réseau, et ensuite de falsifier l'adresse MAC d'une carte réseau standard afin de la faire passer pour une interface autorisée. ACL, qui est l'acronyme de Access Control List en anglais, soit liste de contrôle d'accès, est une liste qui permet l'autorisation ou le blocage du trafic sur le réseau. Cette gestion du trafic des données s'effectue sur des critères tels que l'IP de la source,
l'IP du destinataire, le port utilisé et le protocole utilisé. Ainsi par exemple, on pourrait bloquer tout le trafic sur le port 80, qui est le port HTTP non sécurisé, afin de forcer les utilisateurs à toujours utiliser le HTTPS qui transite sur le port 443. Cet ACL est utilisé sur diverses interfaces réseau et par exemple, on peut l'utiliser sur un switch pour organiser le trafic dans l'entreprise, sur une interface QoS, Quality of Service, et plus souvent sur un firewall ou directement sur le routeur afin de protéger le réseau interne. Nous allons voir maintenant le DLP, qui est l'acronyme de Data Loss Prevention, que l'on peut traduire par prévention des pertes de données. De la fiche de paie aux informations de santé, en passant par les factures et les reçus de paiement, les entreprises sont responsables de données qui sont parfois confidentielles. Et bien, pour se protéger de la fuite de ces données vers l'extérieur de l'entreprise, il est important de mettre en place un système de prévention des pertes de données. Cela permet notamment d'être conforme aux réglementations suivantes: HIPAA, la réglementation américaine sur la confidentialité des données de santé, RGPD, la réglementation européenne sur la protection des données, et PCI DSS, un standard de sécurité pour les moyens de paiement. Le but du DLP est donc d'identifier, prévenir et stopper la fuite de données, mais malheureusement il existe un grand nombre de moyens de transmettre l'information d'un endroit à un autre. Cela peut être une copie sur un support physique, un envoi en pièces jointes, un fichier envoyé sur le cloud, et même des photographies ou des vidéos d'informations confidentielles. La prévention des pertes de données prend donc la forme d'applications qui vont surveiller les transferts de données au niveau du firewall ou des postes d'utilisateurs, mais aussi de politiques internes à l'entreprise, comme la gestion des droits d'accès à certains fichiers par exemple. Passons à la Smart Card, qui n'est ni plus ni moins qu'une carte à puce qui contient un certificat numérique. Et bien dans certaines entreprises, une Smart Card est requise pour se connecter au réseau. Souvent, on peut trouver un lecteur de cartes sur les ordinateurs portables qui permettent à la fois l'authentification de l'utilisateur lorsqu'il se trouve dans l'entreprise, mais aussi lorsqu'il utilise un VPN. Lors de la connexion, le certificat numérique qui se trouve sur la carte est transmis et indique au serveur d'authentification que vous êtes bien le propriétaire de cette carte. On utilise souvent une Smart Card dans une authentification multifacteur. En effet, la Smart Card entre dans la catégorie quelque chose que vous possédez, et il est déconseillé de l'utiliser seul comme moyen d'authentification, car elle peut être volée ou perdue ou encore clonée. Ensuite, nous allons voir le jeton d'authentification sous forme d'application. Vous connaissez peut-être maintenant les jetons d'authentification matérielle, qui se présentent sous forme d'un porte-clés RFID, d'une smart card ou encore d'un porte-clés avec un écran qui affiche un code. Eh bien, il existe aussi des jetons de type logiciel, qui sont des applications qui fonctionnent le plus souvent sur des smartphones actuels. Cette application fournit un code qui permet l'authentification à un serveur, et ce code change toutes les 30 secondes par exemple. Mais du coup, le serveur et le téléphone doivent avoir le même code, et pour cela, le serveur comme l'application ont recours à un algorithme de génération de code pseudo-aléatoire. Cela signifie que la suite de code générée toutes les 30 secondes sur un téléphone semble aléatoire, mais en fait, elle peut être reproduite du côté du serveur et donc permettre d'authentifier un utilisateur. Et on termine ce cours sur les concepts de sécurité avec le filtrage des emails. Le filtrage des emails permet tout simplement d'identifier et masquer les mails indésirables afin d'éviter que l'utilisateur ne les ouvre. On connaît tous bien aujourd'hui le problème des spams, ces mails non sollicités qui envahissent nos boîtes mail. Eh bien, il faut aussi avoir conscience que les mails sont souvent un point d'entrée pour les pirates informatiques. En effet, ils peuvent par divers moyens envoyer des mails qui semblent légitimes au premier abord, mais qui sont en fait utilisés comme vecteurs d'attaque. Aujourd'hui, il faut dire que la plupart des boîtes mail incluent un système de filtrage des emails automatisé, mais ce ne fut pas toujours le cas. Le système de filtrage des emails vérifie le contenu afin d'identifier par exemple des emails provenant d'adresses connues comme indésirables, le contenu texte de l'email, car certains ont souvent une structure similaire, ou encore utilisent des caractères spéciaux afin d'échapper au filtrage, le contenu des pièces jointes, qui parfois peuvent avoir des scripts ou des exécutables, et parfois même ces systèmes de filtrage intègrent un antivirus qui scanne les pièces jointes.